je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romance. Et aujourd'hui, j'aimerais expliquer pourquoi, quand je me présente toujours lectrice, autrice et éditrice de romance dans cet ordre. Dans la version très abrégée de la chose, c'est parce que je suis éditrice, parce que je suis romancière parce que je suis lectrice. Voilà, ça c'est la version très short, très abrégeur. Mais pour l'histoire la plus longue, c'est que, pour commencer, je n'ai pas toujours été lectrice, je n'ai pas toujours aimé les livres. Il a fallu que j'ai 10-11 ans pour que je prenne un livre de, comme on dit en portugais, de livre et spontanée volonté. J'étais punie, les gens. J'étais punie, je ne pouvais pas regarder la télé et je n'avais rien d'autre à faire que lire. Et au Portugal, le 1er juin, c'est le jour des enfants. Donc, des amis de mon père m'ont offert une demi-douzaine de livres, des classiques de la littérature jeunesse portugaise. Et donc, je n'ai pas eu trop le choix que de lire. Donc, c'est vraiment par défaut que je me suis lancée. Et j'ai été happée. J'ai été happée par ce que je lisais. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait le grand écart, l'immense gap entre cette littérature jeunesse classique portugaise et Harlequin et nous deux. Parce que j'avais donc 10-11 ans quand j'ai commencé à lire parce que j'avais envie de lire. Mais en retour en Angola, j'étais au collège, j'étais en 4e. Je me suis retrouvée dans un trafic de livres, des harlequins en portugais avec la mère de mes voisins du 7e étage et des nous deux en français avec la secrétaire de l'école secondaire. Comment je me suis retrouvée là? Je ne sais pas. Comment ces deux femmes adultes ont eu la bonne idée de mettre une adolescente de passer ce genre de livre à une adolescente? Je ne sais pas. Comment moi, qui ne parle à personne, qui ne regarde personne, qui suis totalement invisible, qui suis totalement transparente, me suis introduite dans ce genre de trafic? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Je sais juste qu'un jour, j'étais en train de lire des harlequins fournis par la voisine et j'étais en train de lire des nous deux fournis par la secrétaire de l'école. Le jour où ma mère s'est rendue compte, 2-3 ans plus tard, que c'était la voisine qui m'avait fourni ce genre de livre, en plus, ce genre de livre, oups, comment dire, ouais, voilà. Donc, Harlequin, nous deux, là j'ai vraiment découvert le plaisir de la lecture et je lisais tellement vite. Posez-moi la question de savoir si je lisais avec autant d'applications mes lectures obligatoires. Niet. Je me souviens qu'en 5e, il y avait, on devait lire Bilbo Lobi. Je crois que je n'ai jamais passé la page 60. Je ne me souviens pas des autres livres. De retour au Portugal, parce qu'à l'époque, en Angola, l'école française s'arrêtait à la fin de la 3e. On passait le brevet, soit on faisait la seconde par le CNED, soit on partait. Et donc, ma mère m'a envoyée au Portugal chez son frère, chez son petit frère, qui vivait sur la marge sud du Tage. Et donc, le lycée est dans le cœur de Lisbonne. Le lycée français dans le cœur de Lisbonne. Donc, soit mon oncle me conduisait quand il pouvait, soit je devais prendre les transports. Et qui dit vivre sur la marge sud, ça veut dire qu'il y a un bus, qu'il y a le bateau qui prend, et la traversée du Tage, c'est une demi-heure. C'est après le métro, c'est après encore un bus, etc. Donc le trajet matin et soir, c'était plutôt long. Mais j'ai découvert que dans le kiosque du terminal fluvial, on vendait des harlequins. Et c'est reparti pour un tour, donc avec mon petit argent de poche, tous les jours, chaque fois que je devais prendre le bateau, j'achetais un livre. En même temps, ce sont des livres très rapides à lire et le trajet était plutôt long, donc je pouvais lire un livre par jour. Et une de mes cousines, l'aînée, elle regardait, mais tu devrais lire autre chose que ce genre de littérature. Parce que ce n'est pas de la littérature.
En plus, les collections portugaises sont d'Arlequin au Portugal ont des noms, des prénoms de femmes. Donc c'est Julia, Sabrina, Bianca. Et donc ma cousine faisait, oui, il faudrait que tu lises autre chose que Bianca. Hein. Nope. Et donc je lisais ces trucs-là. Et j'ai écrit mon premier roman. C'était une romance, un mariage arrangé entre le prince héritier d'Espagne et la troisième fille du roi d'Angleterre. Et pourquoi le prince héritier d'Espagne? Parce que j'avais un crush pour le prince Felipe, l'actuel roi d'Espagne. Et ouais, j'avais un tel crush que je dis bon ben je le veux. Et j'ai écrit une romance royale, un mariage arrangé royal. C'était mon premier livre avec un début, un milieu, une fin. Je l'ai écrit dans un cahier A4 Clairefontaine petit carreau. J'ai utilisé le cahier de la première à la toute dernière page. Et dans la dernière page, il y avait la transcription des paroles d'une musique de Yanni, un de mes compositeurs préférés déjà à l'époque. Normalement, il ne fait que de l'instrumental, mais cette chanson avait des paroles. Et c'est une des rares à avoir des paroles. Et c'était quoi? Love is all. L'amour, c'est tout. Donc, dans ce roman-là, était très calqué sur les Harlequins que je lisais, sur les Nous deux que je lisais. Donc, j'ai perdu le cahier, je ne sais pas où il se trouve, il a été perdu quelque part au Portugal. J'ai quelques vagues souvenirs de ce que j'ai écrit, mais oui, c'était calqué, même le drama du truc était calqué sur les Harlequins, donc voilà quoi. J'ai redoublé ma seconde. Waouh, quelle surprise. Et pour me punir, j'ai beaucoup été punie dans mon existence. On dirait pas, mais je suis sage. Hein. Pour me punir, j'ai été envoyée chez mon père en Afrique du Sud pour redoubler ma seconde et pour faire mon lycée. Et j'ai découvert les Mills Boon au supermarché. Donc, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je ne parlais pas du tout anglais. Donc, j'ai appris l'anglais à l'arrache. En totale immersion, donc c'était une question de vie ou de mort, c'était de l'urgence à ce stade-là. Je voulais communiquer avec les gens, il fallait que je parle la langue, donc c'était vraiment un truc intensif. Mais je lisais, en très peu de temps, j'ai commencé à lire des livres en anglais, des Mills Boon, que de toute façon c'est rapide, c'est facile à lire, et d'autres romans, des paperbacks, des livres de poche qu'on trouvait. Ma cousine trouverait toujours que c'est de la sous-littérature dans les livres que je choisissais, mais non. Et j'ai écrit mon deuxième roman. C'était une histoire avec une garde du corps qui tombe amoureuse du père de sa petite protégée. Ce roman... Je ne veux... Ouais, non. Ce cahier, j'ai écrit dans 2 cahiers A4 que j'ai agrafés parce que c'était dense ce truc-là. Cette histoire n'a pas survécu, mais elle a été ressuscitée. Aujourd'hui, ça s'appelle Aujourd'hui ne se termine jamais. Ce n'est plus une romance, c'est un roman féminin. Mais facilement, j'aurais pu transformer ce truc, retransformer en romance. Il y avait de quoi. Et j'avais des cousines en Afrique du Sud qui étaient arrivées du Brésil et elles adoraient lire. En tout cas, l'aînée adorait lire, contrairement à l'autre aînée. Elle adorait lire et tout ça. Et donc, j'étais en train d'écrire. J'ai écrit mon premier roman en portugais, j'ai écrit le deuxième en français. Et j'ai commencé à écrire un livre en portugais parce que ma cousine était en train de lire en même temps que je l'écrivais. Et c'était une histoire de mariage arrangé.
C'est pas comme si j'avais tourné un épisode sur le trope du mariage. Peut-être il faudrait que je le refasse parce que j'ai totalement zappé ces histoires-là. J'ai donc écrit une histoire de mariage arrangé avec deux personnes qui appartiennent à des groupes rivaux. Il y avait de l'identité secrète, il y avait de la vengeance. C'était un micmac de trucs. Et ma cousine adorait ce que j'étais en train d'écrire. Donc, en même temps qu'elle lisait, j'écrivais. J'ai terminé ce truc bien vite. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, ben, je vais reprendre mon histoire, je vais l'écrire en français. Donc, je l'ai écrit de mémoire, je n'avais pas le fichier. Donc, j'ai écrit mon histoire de mémoire, mais en français. Et ça a été mon premier livre publié. Je n'en parle pas beaucoup parce que c'était un conte d'auteur et c'était une disgrace. L'histoire à revoir de zéro, mais il faudrait passer un bulldozer, la typographie, etc. Mais aucun service éditorial en même temps. Mais voilà, c'est le premier-né sacrifié. Mais donc j'avais écrit, mais il faut savoir que même en lisant tous ces Harlequins, tous ces Nous deux, tous ces Mills and Boon et compagnie, même en écrivant ces histoires-là très calquées sur Harlequin, avec des tropes très classiques, je ne savais pas que c'était de la romance. Je n'en avais aucune idée. J'écrivais juste ce que j'aimais lire, ce que j'aimais, ce qui me faisait rêver, etc. Donc j'étais vraiment dans une situation de calque. J'imitais ce que je lisais. Je n'étais pas encore moi. 2-3 ans après être arrivée à Montpellier, ma sœur et moi, on a déménagé dans un appartement dans le quartier de la Gare. Et pour me rendre à l'université, à la fac, il fallait que je traverse donc la gare. Et aujourd'hui, la gare a subi énormément de travaux, a été rénovée, etc., etc. Donc, je n'en ai aucune idée exactement ce qu'il y a à chaque étage. Mais à l'époque, on montait, il y avait un point relais en haut, puis on descendait, il y avait un point relais en bas. Et donc, je devais traverser la gare pour prendre le tramway jusqu'à la fac. Et quand on a un point relais, on va regarder les livres, quand on aime les livres. Et qu'est-ce que je découvre? Ben, des Harlequins en français. Alors que j'ai toujours lu des Harlequins en portugais, je ne savais même pas qu'il y avait des Harlequins en français. Je pensais que c'était juste des Nous deux. Donc, je découvre des Harlequins. Et je découvre qu'il n'y a plus des Bianca, des Sabrina, des Julia comme au Portugal. Ce sont des collections Azur, Horizon, Passion, Blanche. Et ma collection préférée, c'est Horizon. C'est avec les couvertures jaunes. Et vous savez pourquoi? Parce que ce sont les tropes les plus impopulaires d'après les réseaux. Parce que c'est des grossesses surprises, des bébés surprises, des enceintes de quelqu'un d'autre, des familles instantanées. Donc ce sont les couvertures avec les bébés. Et c'est ma collection préférée. J'adore ça. Je veux pas d'enfants, mais j'adore les histoires avec les bébés. Voilà. Je suis qu'un esprit de contradiction. Et donc, je me suis remise à lire ces histoires-là, parce que de toute façon, ben, le tramway, ça prenait au moins 20-30 minutes. Hein. Mais, parce qu'on évolue, n'est-ce pas, je lisais ces Horizons, mais j'avais accès à la FNAC. Et c'était un luxe d'avoir accès à la FNAC, d'avoir accès à des livres écrits en français, alors que quand j'ai fait toute ma scolarité dans les établissements français, pour obtenir les livres de la liste de lecture obligatoire, c'était le parcours du combattant, surtout quand on était en Angola. Alors qu'avoir accès à tous ces livres, bon, j'achetais tous les livres qui passaient à la télé, toutes les émissions culturelles avec tous les écrivains, avec tous les livres qu'on proposait, j'achetais. Donc, c'était une boulimie, une soif de culture que j'avais. Et j'ai commencé petit à petit à former dans mon esprit que je voulais être romancière. Et j'ai commencé à étudier
les maisons d'édition. Les maisons d'édition dans lesquelles ces livres-là étaient publiés, et je me suis rendu compte que les histoires que je lisais n'étaient pas forcément les histoires harlequins. Mais je n'avais pas encore conscience qu'il y avait le genre de la romance. Je savais qu'il y avait de la science-fiction, mais je ne connaissais pas le genre de la fantasy. Je savais qu'il y avait de la fantasy, mais je ne savais pas que ça portait le nom de fantasy. Je savais qu'il y avait des trucs fantastiques, mais je ne savais pas que ça portait le nom de fantastique. Donc je lisais des harlequins, mais je ne savais pas que ça portait le nom de romance. Je lisais de la littérature blanche, mais je ne savais pas que c'était ça le nom de la littérature blanche, parce que, en tout cas, sérieusement, les gens, je ne me souviens pas, mais en cours de français, de mon temps, ce n'était pas une question on va lire de la littérature contemporaine, de la littérature blanche, de la littérature noire, du thriller, de la science-fiction, de la fantasy, je sais pas quoi. Non, on disait, on va lire ce livre, et donc on va parler de ce qui se passe dans ce livre, mais dans mon souvenir. Je ne dis pas qu'on m'a pas appris, c'est juste que je m'en souviens pas. Il n'y avait pas ce détail-là, ou alors ça m'est tellement passé par la tête, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de romance. Ça serait, n'est-ce pas? Et donc, je ne savais pas que j'aimais la romance, mais je savais que ce n'était pas ça qui était publié dans les maisons d'édition que je visais à Saint-Germain-des-Prés. Alors, quand j'ai repris l'écriture, j'ai essayé d'écrire comme les livres que je lisais de ces maisons d'édition. Et je me suis donc tournée vers la littérature blanche, surtout vers le roman féminin, parce qu'encore une fois, j'écrivais du roman féminin, sans savoir que ça s'appelait du roman féminin, que c'était du women's fiction. Je n'en avais aucune idée. J'étais encore dans cette affaire je ne calquais pas. C'était mes idées, mais dans le style, j'essayais d'être plus proche de ce que j'étais en train de lire. Et j'ai donc, c'est pas que j'ai abandonné la romance, mais je me suis beaucoup tournée vers la littérature générale. Et il a fallu quelques années de traverser le désert après ma première publication. Cette première parution, c'était une romance, mes premières parutions en compte d'auteur, etc., avant que je me tourne vers des maisons d'édition à Saint-Germain-des-Prés. Il a fallu une belle traversée du désert, en soumettant des livres, en soumettant des manuscrits, en toujours étant refusés, of course, avant que je n'écrive un roman qui fasse la différence pour moi. Et je pensais encore que j'écrivais de la littérature générale. Et une de mes amies, de mes consoeurs, a lu ce manuscrit. Elle a dit, écoute, tu devrais proposer ce roman-là à cette nouvelle maison d'édition de romance. Elle est comme ça, mais je n'ai pas écrit de romance. Elle est comme ça. Et après, à cette époque-là, c'était quoi, 2012, 2013. Ce que je disais quand je parlais de ce roman, c'est que j'ai écrit une romance par accident. Mais parce que en vrai, le truc c'est que je n'avais pas encore plongé dans la romance contemporaine. J'étais restée encore dans la romance vintage, dans la romance harlequin, dans la romance sérielle, formatée, des livres qui sont très rapides à lire, qui peuvent être très superficiels parce que il y a une taille à respecter, il y a des scènes clés à respecter, il y a une structure à respecter, donc tout s'enchaîne, donc tout doit suivre un certain cadre, et donc les situations étaient plutôt légères. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, que je n'aimais pas, mais en comparant avec la littérature générale, blanche générale que je pouvais lire, on ne passait pas autant de temps dans le sentiment, dans la psychologie, dans les intrigues, etc. C'est comme du genre on a un cahier de charge et on va obéir à ce cahier de charge. Donc, même sans le faire de façon consciente, je savais qu'il y avait une différence entre
ce que je lisais avec ces romans de gare que j'aime, hein, avec ces romans de gare et ce que je lisais avec les romans que j'ai achetés à la FNAC. Et donc, j'ai essayé de joindre, j'ai essayé d'écrire des livres qu'on pourrait retrouver à la FNAC et sans me rendre compte que je mettais quand même des petits bouts de mes romans de gare. Et en vrai, ce que j'étais en train d'écrire, c'était de la romance moderne que je ne connaissais pas encore, que je n'avais pas encore découverte. Ma romance se limitait à ces romans que j'achetais dans les kiosques, dans les kiosques, dans les supermarchés, dans les points relais. Donc, je n'avais pas encore rencontré le monde merveilleux de la romance contemporaine où on rejoint les relations amoureuses, les intrigues, etc. des harlequins et la profondeur qu'on peut avoir dans la littérature générale et on mêle tout ça ensemble pour écrire des romances profondes, bouleversantes, émouvantes, etc. Je ne dis pas que mes premiers essais étaient géniaux, mais c'était dans cette direction-là que j'allais. J'étais en train de mettre de la romance dans ma littérature générale, mais je n'en avais aucune idée. Donc, c'est au moment où j'ai soumis ce manuscrit, qui est La Révélateur des hommes, que j'ai compris enfin ce qu'était la romance que cette amie, c'est Suzanne Roy, hello, que Suzanne me dit, ben tu as écrit une romance, donc propose à cette maison d'édition, que c'était les éditions Lasca. Et à partir de ce moment-là, romance n'a plus jamais quitté mon esprit. J'ai écrit pas mal de littérature blanche, j'ai plutôt roman féminin, j'en ai écrit pas mal. Une bonne partie, la majorité de cette littérature blanche se terminait bien parce que j'aimais bien. Il y a eu des histoires où ça se terminait pas très bien, donc c'était pas de la romance, hein, les gens. Donc il y avait des drames, des tragédies, etc. Mais j'ai toujours écrit. C'est quelque chose que avec le temps, avant que je ne m'occupe exclusivement de la romance depuis quelques années, je disais toujours, j'écris des histoires d'amour. Qu'elles se terminent bien ou mal, c'est un détail, mais mon art, mon écriture, mes romans, ce ne sont que des histoires d'amour. Après, il y a différents types d'amour, d'amour romantique, d'amour fraternel, d'amour familial, d'amour amical, etc., etc., etc. Mais je n'écrivais que des histoires d'amour et aujourd'hui encore, je n'écris que des histoires d'amour. Et en plus, maintenant, je n'écris que des histoires d'amour qui se terminent bien. Parce que sinon, j'ai des cauchemars et je suis très somatique dans mes affaires. Donc, ça, c'est le côté romancière de comment je suis arrivée, comment je suis passée de lectrice à romancière. Et pour arriver à éditrice, c'est que je suis venue en France pour faire des études de psychologie. Je ne suis pas devenue psychologue. En cours de route, ce n'était pas ce que je voulais. Mais le truc, c'est que je ne savais pas ce que je voulais en vrai. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir écrivain pro. Je ne savais pas que c'était une possibilité de carrière. Je ne savais pas quelles étaient mes options. Donc, je n'avais pas été très bien orientée. Mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de mon existence. Rien. Et au bout d'un temps, je discutais avec mon père. Et mon père m'a fait « Mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et à ce moment-là, j'étais à peu près préparée. J'avais découvert qu'il y avait des formations au métier de correcteur-relecteur. Et c'était un certificat. C'était une année scolaire seulement, c'était un certificat et c'était des formations professionnalisantes. Après ce certificat, on pouvait se lancer dans le monde du travail. Et comme j'avais déjà traîné suffisamment de temps, je sais ce que je dis à mon père. Écoute, j'ai trouvé cette formation-là, ça ne fait qu'un an et après je peux commencer à travailler. Du genre, c'était surtout ça l'argument, je peux commencer à travailler. Parce que j'étais tellement perdue dans mon futur, dans mon avenir, que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Que, vu que je suis romancière, vu que j'aime bien les histoires, on va faire ça. Et mon père a fait, bon, ok. Et
Je me suis donc lancée en, dans cette formation. Et quand je suis rentrée en Angola, je, j'ai été embauchée, j'ai signé des contrats avec des maisons d'édition euh, pour travailler, pour faire partie de leurs équipes éditoriales. Mais en toute honnêteté, par exemple, j'ai toujours été très bonne en orthographe. À l'école, j'avais toujours des 10 sur 10, etc. Mais la forme, la syntaxe, c'est pas vraiment ma passion. Euh, j'ai eu mon certificat, je ne sais pas comment j'ai eu mon certificat. Euh, j'ai fait ce que je pouvais, mais je n'aimais pas ça. En toute honnêteté, je n'ai jamais aimé la correction, mais il fallait que je trouve quelque chose à faire, et tant que c'était dans le milieu de l'édition, ça m'arrangeait. Mais c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais, c'était vraiment pas quelque chose que je trouvais passionnant, parce que quand j'étais en train de corriger un manuscrit, mon œil était toujours sur le truc, oui mais ça c'est pas cohérent, ça je sais pas quoi, mais ça ne fonctionne pas, etc. etc. Donc je suis arrivée dans l'équipe éditoriale, j'étais avant la dernière correctrice, j'arrivais avant la dernière correctrice et je disais ouais mais ça ne marchait pas, etc. Donc mon expérience de travail de manuscrit est venue parce que au-delà de correctrice, je travaillais l'histoire, je remontais ce qui n'allait pas, il y avait des trucs qui clochaient, etc. Donc c'est dans le tas que je me suis formée, c'est dans les maisons d'édition que je me suis formée. Et je suis entrée dans ces maisons d'édition parce que j'avais cette certification. Et il y a eu un moment où, toujours en Angola, où je me suis dit que je voulais revenir en France. Donc j'avais essayé, je m'étais inscrite à la fac, à Lyon, où mon petit frère était, pour des études de traduction. C'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Mon visa étudiant n'a pas été accepté jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Mon visa étudiant n'a pas été accepté, mais pendant que j'étais encore en pleine démarche administrative, je me suis proposée à intégrer une équipe qui faisait de l'adaptation. Donc après la traduction, il y a l'adaptation, et après l'adaptation, il y a la correction. Donc après la traduction, on arrive, on regarde si tout va bien, s'il faut adapter pour adapter le contexte, l'intrigue, si les jeux de mots fonctionnent, etc., etc. Donc je faisais ça en prévision d'études de traduction, en prévision de revenir en France. Donc voilà, c'est là où j'étais en train de travailler. Et encore une fois, là je n'avais pas un accès direct à l'histoire, donc je ne pouvais pas toucher l'histoire, c'était juste vraiment la forme. Et c'était quelque chose de pénible pour moi parce que ça devenait plus qu'évident que ce n'était pas ça qui m'animait, que ce n'était pas ça que j'aimais dans un manuscrit. Je voulais l'histoire, je voulais creuser avec les autrices de ces histoires que je lisais, je voulais creuser avec elles, travailler la psychologie, l'intrigue, du genre ajuster des trucs, il y avait des choses qui passaient encore. Il est comme ça, mais non, j'aurais pas fait ça comme ça, etc. Donc j'ai travaillé avec différentes maisons d'édition. J'ai vu différentes façons de faire. J'ai appris différentes façons de faire. J'ai eu différents profs, différents guides. Et quand j'ai repris du service, parce que je me suis arrêtée en 2017, parce que la correction en tant que telle, ça m'allait plus. J'ai repris en 2020. J'avais fait le choix fin 2019, donc j'ai repris en janvier 2020. Je me suis dit, je vais reprendre le services éditoriaux, mais je vais pas m'occuper de correction. Déjà, parce que mon français s'est fait la malle, et avant il était à peu près ok, mais là il était tellement bancal, c'était pas possible. Et je ne pouvais plus, je n'avais plus envie, et je ne me considérais plus à ma place dans cette catégorie-là. Genre, je fais tellement de barbarisme aujourd'hui, je fais encore plus de barbarisme que je faisais il y a 20 ans,
que c'était pas possible pour moi. Je pourrais pas travailler de cette façon-là. Et je n'en avais pas envie. Donc j'ai commencé à proposer des services éditoriaux. Je suis devenue éditrice indépendante parce que j'ai travaillé dans des maisons d'édition. J'avais arrêté d'être correctrice en 2017, mais je n'ai jamais arrêté de travailler pour des maisons d'édition. Donc de 2011 à 2020, j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'édition avec des maisons spécialisées, avec des maisons qui publiaient de la romance. Donc ça faisait déjà 9 ans que j'avais cette expérience-là. Donc on est en 2005, ça va faire 14 ans. Ça va faire 14 ans que je travaille avec des maisons d'édition. Ça fait 14 ans que je travaille avec de la romance, exclusivement de la romance. Non, pas exclusivement de la romance. À 95% de romance. J'ai beaucoup travaillé sur de la fantasy. J'ai travaillé sur la fantasy, même de la science-fiction, avant de vraiment choisir ma ligne éditoriale. Et en 2020, quand j'ai choisi d'être éditrice freelance, j'ai décidé d'être éditrice pour des genres que je lisais. Donc il y avait bien sûr la romance, mais il y avait la littérature générale, il y avait le roman féminin, il y avait la fantaisie. Et c'est au cours du temps que j'ai affiné. Les genres en 2020 c'était ça, mais fin 2020, j'étais en train de dire ouais non. Je suis éditrice de livres romantiques. Donc ça se termine bien ou mal, on s'en fiche. Donc je lisais des drames romantiques, tragédies romantiques, de la fantaisie romantique et de la romance. Et c'est en 2021 que j'ai décidé que j'allais m'arrêter sur la romance, que j'allais être éditrice de romance. Et c'est en 2021 que j'ai décidé qu'en tant que romancière, je n'allais plus écrire de la littérature générale, je n'allais plus écrire de la fantaisie, j'allais me dédier à la romance. C'était en 2021. Jusque-là, j'écrivais de tout. Aujourd'hui, je suis vraiment concentrée, je suis monogame, exclusive avec la romance. Donc, quand je me présente en tant que lectrice, autrice et éditrice de romance, c'est toute cette histoire-là que je suis en train de résumer. C'est tout ce parcours-là que je suis en train de résumer. Ce sont les harlequins en portugais et en français, les nous deux en français, les Mills and Boon en anglais. C'est la littérature générale que j'ai voulu inculquer aux harlequins ou vice-versa. C'est tout ça que j'ai voulu... qui m'a formé, c'est mon travail dans les maisons d'édition, mon parcours, mes certifications, mon parcours dans le milieu, etc. Donc, je suis une lectrice de romance. Et c'est parce que je suis une lectrice de romance que je suis une autrice de romance. Et c'est parce que je suis une autrice de romance que je suis une éditrice de romance. Donc, voilà. Je suis Jeanne Van Haff. Je suis lectrice, autrice et éditrice de romance. Ciao.